Voilà. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci pour l'invitation et merci bien sûr à l'Institut Schiller International. Et au fur et à mesure, le niveau des intervenants est très impressionnant et j'ai patient d'entendre la suite. Je voudrais remercier tout particulièrement Tom Gillesberg. C'est ma troisième participation à des forums comme celui-là sur la paix et les deux premières fois. Tom est du Danemark. Et les deux premières fois, c'était des conditions de température extrêmes dans lesquelles nous avions dû donner. Il y avait une tempête de neige quand on s'est rendu à la conférence, et la pluie très forte, beaucoup d'intensité. C'était comme des pluies tropicales, mais extrêmes. C'était vraiment très froid. Et la deuxième fois, c'était une tempête. Et on devait prendre un bateau pour aller donner notre conférence. Et j'ai eu très peur, mais il fallait aller faire le discours pour la paix. Donc dans ces conditions température extrême, mais aujourd'hui il fait chaud, mais ça va. Laissez-moi commencer. C'est marrant parce que quand j'ai commencé à écrire mon discours, j'ai pensé je dois introduire le terme de Sud global dans mon discours. Mais je vois que le sujet de la conférence, comme vous l'avez vu, c'est coopérer avec le Sud planétaire. Donc j'ai mis comme titre, est-ce que l'Inde peut jouer un rôle constructif en créant la paix et réduisant l'espace entre le Nord global et le Sud global. Et c'est assez fascinant que l'Inde récemment a décidé d'être le pays le plus populiste du monde. Je suis un peu l'éléphant. Je suis peut-être le seul Indien, mais nous représentons quand même un grand pourcentage de la population mondiale. On a appris, et c'est pour ça que je suis très content que le terme Sud global, Sud planétaire comme le sujet de la conférence, parce que nous avons tous appris que le terme les pays développés, comme on dit, était dérivé en fait de la pensée anthropologique française qui était basée sur la division de la société en trois classes prédominantes, ce qu'on appelait la noblesse, le clergé et la bourgeoisie. L'Inde, mon pays d'origine, a longtemps été considéré comme un pays du tiers-monde, Third World Country, parce qu'il était non aligné avec les pays de l'OTAN capitaliste pendant la guerre froide et pas directement aligné non plus avec le bloc soviétique communiste, mais on avait toujours été avec l'ancienne Union soviétique, on a toujours eu des bonnes relations. Et aujourd'hui la Russie. Mais on était non alignés. Les pays dans le bloc soviétique étaient, eux, considérés comme le second monde. Et étrangement, l'Inde a coopéré avec succès avec les deux blocs et a été capable d'avoir une approche indépendante dans sa politique étrangère. Et c'est ce qu'on a entendu précédemment avec la présidence Modi. Il a été invité par les États-Unis, Joe Biden, pour 3 jours. C'est pas assez long pour des vacances en France, mais il a visité 3 jours Biden, c'était déjà très important. Et le Premier ministre danois également, après s'être battu pendant des mois, il a été reçu par Biden, mais pendant 2 heures. Mais on vous donner un peu une idée de l'importance. Pourquoi ces 3 jours passés par le président Modi aux États-Unis étaient très importants. Mais quand il est revenu en Inde, il a appelé le président Poutine de Russie et dit mais rassurez-vous, nous sommes toujours amis. Et un rôle unique du point de vue de l'Inde. C'est comme le beau gosse dans un collège que tout le monde veut sortir avec et il doit faire un choix. Et c'est devenu très important au XXIe siècle. Le terme de pays du tiers-monde est devenu obsolète parce que ça a été considéré comme un terme néocolonialiste.
et un peu comme des pays arriérés. Et ces pays du tiers-monde, c'était des pays arriérés, ils devaient se moderniser, libéraliser et devenir comme les pays développés, qui représentaient plus de 31 membres, et bientôt maintenant 32 membres, avec la Finlande et la Suède qui ont rejoint l'OTAN, l'alliance de l'OTAN, il y a quelques mois. Donc on était habitué à ce terme, on va devoir s'habituer, on doit s'habituer maintenant au terme Sud global. Parce qu'on quitte le terme pays du tiers-monde. C'est pour ça que pourquoi le titre de la conférence ici est très important. Qu'est-ce que le Sud global? Qui représente les deux pays les plus peuplés en fait, du monde, l'Inde et la Chine. Et la plupart des pays pauvres de l'hémisphère sud, l'Inde et la Chine, ne sont pas réellement physiquement dans l'hémisphère sud, mais la plupart des pays pauvres et des pays à revenus intermédiaires en Asie, en Amérique latine et en Afrique, bien sûr, sont, eux, dans l'hémisphère sud. Donc il y a une grande responsabilité ces jours-ci avec la guerre en Europe sur les épaules de la Chine et de l'Inde par rapport à cela, parce que nous, on doit créer les conditions de la paix. C'est notre rôle, ne pas être impliqué dans cette nouvelle guerre. Donc la volonté de se développer des pays du Sud global aujourd'hui, ça a été mentionné, est inévitable. C'est ce qu'on appelle avec les BRICS, les pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui en constituent la part essentielle en fait, de l'économie mondiale. Et donc les pays développés doivent partager cette économie mondiale et donc leur partie pris est de moins en moins importante. Donc un nouveau monde est en formation. Il y a des forces dans le monde qui ne veulent pas en fait voir une coexistence pacifique du Sud global avec les autres pays. Ils veulent constamment imposer un état de guerre sur la planète qui pousse les pays du Sud pauvres à se mobiliser, à mobiliser leurs ressources dans le secteur de la défense et souvent doit subir des déstabilisations par leurs voisins ou d'autres mécanismes. Yougoslavie a été mentionnée. Et avant que je doive faire mon discours, j'ai discuté avec quelqu'un qui mentionnait que l'Inde et la Yougoslavie avaient des relations fantastiques quand Tito était président. Et je me remémore, quand j'étais étudiant, j'ai grandi en Inde. On savait tout sur la Yougoslavie. Et quand il y avait un match de football, parce que là, on n'a jamais eu une très bonne équipe de foot. On supportait à chaque fois l'équipe yougoslave. C'était comme ça la relation entre la Yougoslavie et l'Inde. Et après, elle a été divisée en 5 pays. C'était un scénario que les Indiens avaient peur. Imaginez un pays avec il y a plusieurs centaines de langages qui sont parlés en Inde. Ce ne sont pas l'allemand ou le français. C'est vraiment des langues qui sont nées en Inde. Le mot mère et père vient du langage sanskrit. Imaginez la diversité qu'il y a en Inde. Ça aurait été très facile de diviser le pays justement en fonction des langues qui étaient très multiples. Mais ça n'a pas été fait. Mais le plus ceux qui poussent la guerre, cette alliance pour la guerre, ça pousse de plus en plus l'Afrique, l'Asie vers ce nouveau paradigme. Donc, et pousse dans le secteur de la défense, malheureusement. Il y a 2 pays qui sont en difficulté financière, le Pakistan et le Sri Lanka, qui sont proches de l'Inde. Mais ce qu'on a vu dans le Sud global, ils vont essayer d'exercer leur influence.
Et s'ils sont organisés et suffisamment intelligents avec l'Inde, la Chine, c'est pour ça que l'Inde et la Chine ont une grande responsabilité, ils seront capables de mettre en place un agenda politique de stabilité. Et la Chine et l'Inde sont d'accord là-dessus. On a besoin de stabilité politique. On ne peut pas avoir le chaos. Comme vous avez vu, on a vu ce qu'il y a eu en France récemment. Donc on a besoin de stabilité politique dans le Sud global. Et de développement de tous ces citoyens dans toute cette zone. C'est le nouvel agenda. Prenons un exemple récent. Malgré les pressions constantes des pays occidentaux, 2/3 de la population mondiale vit toujours dans des pays qui sont neutres ou qui supportent directement la Russie dans la guerre en Ukraine. Ils sont plus inquiets. Ils sont plus inquiets par les questions de pauvreté, de sécurité alimentaire, et veulent augmenter leur niveau de vie des millions de leurs citoyens. Les États-Unis et l'Union européenne, le bloc de l'Union européenne et aussi les pays de l'OTAN représentent seulement 36% de la population mondiale. Et ils forment une unité et consistant dans leur support militaire pour l'Ukraine et ont approuvé les sanctions économiques contre la Russie. Mais au même moment où 1/3 de la population mondiale vit dans des pays qui sont restés neutres jusqu'à présent. Inspirés par l'Inde, ces pays non alignés incluent le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, l'Union des Émirats arabes. Et ils vont faire leur maximum pour éviter de choisir un camp. Nous ne voulons pas choisir de camp. Et comme j'ai dit, Modi est allé voir Biden, il est rentré, il a appelé Poutine. On ne veut pas choisir notre camp pour éviter justement d'augmenter cette instabilité économique et politique. D'ici à 2030, il est projeté que 3/4 des économies les plus importantes seront dans le Sud global. Donc, dans l'ordre, la Chine, l'Inde en second, ensuite les États-Unis en troisième et l'Indonésie en quatrième. Déjà, le PIB en termes de pouvoir d'achat du Sud global, dominé par les nations des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud, déjà, ce PIB surpasse celui du Nord global, que l'on appelle le groupe du G7. Dr. Jaishankar, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était en fait quand Modi est en Europe, il a dit ça, je cite, l'Europe doit grandir et sortir de l'état d'esprit que ses problèmes doivent être résolus toujours par les mêmes, et que les pires problèmes ne sont pas le problème européen. C'est-à-dire que les problèmes du monde sont très graves, mais l'Europe pense que c'est elle qui a des problèmes. Donc, ce commentaire très fort par Jaishankar a permis de faire des efforts par les pays européens, de convaincre l'Inde de prendre une position dure contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, prenons quelques faits. Un tiers. On a des questions aussi auxquelles on doit faire face. Un tiers des femmes en Inde sont illettrées. Et même si des millions d'Indiens et de Chinois sont sortis de la pauvreté, il y a encore énormément à faire pour augmenter le niveau de vie de millions de gens en Inde et en Chine et du reste du Sud global. Ainsi, il y a un besoin pour une nouvelle vision du monde, sans guerre, un monde où la coopération devient un pilier fondamental d'interaction sociale plutôt que cette compétition généralisée. Qui sait si l'expansion constante de l'OTAN et l'encerclement de la Russie n'avaient pas eu lieu, nous aurions probablement aussi la paix en Europe aujourd'hui. Et au lieu d'augmenter le nombre de pays qui sont dans cette alliance militaire privilégiée, nous pouvons créer une alliance pour la stabilité économique
et la croissance pacifique. C'est cet agenda dont l'attention globale doit prendre en compte. Et l'Inde, involvement. Now we are the second largest group of immigrants in US. And there is an agreement even in US now. Il y a même un accord avec les États-Unis de coopération entre nos pays parce que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Et je pense l'échange culturel, tous les formes d'échange, comme moi rencontrant Tom au Danemark, et maintenant je suis à Strasbourg. Et je pense ce type d'interaction, ce type de conférence auquel nous participons tous aujourd'hui ne doit pas être considéré comme on est. Il y a une grande population en Inde qui pousse les politiciens à choisir la paix. Nous ne sommes pas un nombre restreint à vouloir ça, nous sommes nombreux, des millions. Quand on a besoin, la Russie est venue nous aider. Et comment on ne peut pas les aider si... Donc on va toujours nous on va rester neutre d'un certain point de vue, mais l'amitié entre l'Inde et la Russie est toujours très forte. Mais d'un autre côté, il y a aussi une opportunité pour le monde occidental, l'Union européenne, pour aussi s'engager plus en Inde. Je vous remercie tous.